Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce 16e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. Nous allons évoquer aujourd'hui 4 séries récentes qui, à leur manière, relèvent du politique, de l'Uchronique, voire de la SF post-apocalyptique. Fallout, La Fièvre, The Regime et Free Body Problem. Et j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette émission par 3 saisonniers et saisonnière, un nouveau venu dans Intersaison, mais chevronné, Benjamin Campion, journaliste et enseignant en cinéma, dont le tout dernier livre s'intitule « Histoire sexuelle des séries américaines ». C'est sorti chez Leitmotiv. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Avec moi aussi une habituée, Audrey Fournier, journaliste et critique série au journal Le Monde. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Emmanuel. Et c'est le grand retour de Gilles Verviche, philosophe, comédien et essayiste qui a publié récemment Stranger Philo, comprendre la philo avec Stranger Things chez Flammarion. Bonjour Gilles. Bonjour Emmanuel, merci, content de... Bon, je suis pas parti longtemps non plus, mais je suis content de revenir quand même. Mais quand même un peu, ouais. Donc très heureux de te retrouver, de vous retrouver toutes et tous. Première série qui va nous occuper aujourd'hui, Fallout. Donc après Arcane ou The Last of Us, voici encore une série tirée d'un jeu vidéo, Fallout, édité par Bethesda Softworks. La série en 8 épisodes est visible sur Prime Video. Elle est produite par le couple de choc de Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy, avec à l'écriture Geneva Robertson Dworet et Graham Wagner. Dans un futur uchronique sorti des années 50 où l'Amérique a été ravagée par une attaque nucléaire, on suit 200 ans plus tard, les quêtes parallèles de Lucy, jouée par Ella Purnell, qui a des yeux immenses et un visage hyper plastique. On suit le soldat tourmenté Maximus, qui est joué par Aaron Moten, la goule, interprétée par Walton Goggins, et dans l'abri numéro 33, le frère de Lucy, Norm, auquel Moises Arias prête ses traits juvéniles. Alors je commençais en évoquant l'adaptation d'un jeu vidéo. Il y a un précédent récent qui a quand même plutôt bien fonctionné, qui est The Last of Us. Benjamin Campion, est-ce que cette adaptation fonctionne aussi bien ? Non, je pense pas qu'on puisse la mettre au même niveau que The Last of Us, qui à mon avis va installer un précédent, va peut-être une jurisprudence, mais je sais pas si on va pouvoir reproduire ce miracle-là, parce que c'est vrai qu'on a longtemps parlé de la malédiction du jeu vidéo, je le dis en français, mais il y a une expression, The Curse of Video Games en anglais, qui évoquait le fait qu'on n'arrivait pas à adapter des jeux vidéo en film et puis maintenant en série. C'est vrai que c'est toujours très compliqué. Maintenant, les jeux vidéo sont de plus en plus cinématographiques dans leur conception, dans leur mise en scène, dans l'image et le son. Et donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de logique à ce que on en vienne à les adapter au cinéma ou maintenant à la télévision. Pour The Last of Us, ça a été très réussi. Pour Fallout, pour moi, c'est plus complexe. Alors, tu l'as présenté et très bien. On voit bien que c'est une série qui se veut ample, avec différents points de vue, différents lieux, différents personnages. Et puis donc une envergure qui va amener ces personnages à se croiser, à se retrouver, à s'éloigner. Donc c'est une série qui voit grand, qui de ce point de vue-là me semble intéressante. Tu as parlé de la plasticité de l'actrice principale, et c'est vrai qu'il y a aussi une part, on va y revenir sans doute, d'humour, de dérision, et donc ce n'est pas de la hard adaptation, enfin c'est plutôt un hybride, un croisement de genres. Et c'est là, à mon sens, qu'il y a première faille, une première faiblesse, c'est il y a un refus dans ce que j'ai perçu de prendre vraiment durement, littéralement, au premier degré le genre. Et du coup, ce croisement, ce mélange des genres entre l'humour, le dystopique et le post-apocalyptique, c'est toujours complexe, c'est très complexe en fait. Moi, j'aime à ce que les séries soient très littérales, très brutes dans leur traitement, et que l'humour vienne à nous par la suite en fait. Je pense que c'est plus intéressant dans ce sens-là, qu'on pose des bases, qu'ensuite la dérision, la légèreté puisse venir par un humour assez noir, par quelque chose d'assez sombre dans ce milieu qui est quand même très 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 noir, très désespéré. Et là, je trouve que l'humour est amené de façon un petit peu mécanique pour désinhiber, pour dérider un petit peu les personnages. Et c'est là que je trouve que c'est un petit peu complexe à appréhender, parce qu'à mon sens, la situation qui est dépeinte ne porte pas forcément à rire. Alors, c'est une tentative qui est tout à fait intéressante, mais je dirais que par rapport à The Last of Us, on retrouve pas tout à fait cette émancipation. Alors, je connais pas très bien le jeu Fallout, je vais pas, pour le coup, je ne peux pas vraiment faire la comparaison, mais c'est vrai qu'on a vu sur The Last of Us qu'il y avait des prises d'initiative et que la forme sérielle était convoquée pour
pour centrer par exemple cet épisode sur ce couple gay, ce fameux épisode dont on a beaucoup parlé, qui était très intéressant parce que là il y avait une prise d'initiative par rapport à une étincelle, quelque chose qui était à peine émergent dans le jeu vidéo, et qu'on a tiré ce fil et on en a fait quelque chose de plus ample pour la série. Donc la série a trouvé son identité à ce moment-là. J'ai pas vraiment retrouvé ça dans Fallout. J'ai l'impression qu'on déroule davantage un programme. Il me manquait cette personnalité, cette identité forte qui ferait que ça dépasse simplement l'adaptation de jeux vidéo pour devenir une série à part entière. Moi, ce que je me suis dit, c'était que les créateurs de Westworld, qui était une série un peu mécanique, un peu triste, un peu cérébrale, ça parlait de robots, etc., se sont dit qu'ils allaient peut-être prendre le contre-pied pour justement pas dépeindre un univers trop post-apocalyptique, triste, mais du coup, ça les conduit à être effectivement peut-être dans une moindre prise de risque que The Last of Us et à être dans quelque chose d'assez linéaire. C'est-à-dire quand on prend les subplots les uns après les autres, c'est quand même une espèce de quête. Un personnage arrive là où un autre personnage était là précédemment. Ils se croisent de temps en temps. Bon voilà, et c'est pareil dans les abris où il y a une espèce d'enquête qu'on peut dévoiler ou non, mais tout ça reste très linéaire. Donc voilà, il y a effectivement une prise de risque beaucoup moins forte, même si j'ai cru comprendre qu'il s'éloignait du jeu vidéo. Peut-être Gilles sur ces points de linéarité, et puis on reviendra à Benjamin. Oui, alors si vous m'entendez bien, j'espère. Avec plaisir. Alors linéarité, moi je sais pas, je serais. Alors je sais que Benjamin est spécialiste. Moi, j'aurais tendance à dire tout le contraire en fait, c'est-à-dire j'ai tout de suite aimé la série. J'ai beaucoup aimé The Last of Us, effectivement, avec le fameux épisode dans la ferme, etc., qui était très réaliste, qui était très inventif. Moi, j'ai tout de suite aimé Fallout pour le côté justement second degré, quoi. J'ai tout de suite, ça fait tout de suite pour une adaptation de jeu vidéo, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo, et plutôt que de chercher absolument le réalisme, j'ai trouvé qu'on était tout de suite dans la bande dessinée. C'est vrai que elle a quasiment un visage de personnage virtuel. C'est un ou de cartoon, son physique est vraiment exceptionnel. Et puis ça m'a fait penser à Demolition Man, film des années 90, ou même à Roger Rabbit, c'est-à-dire avec ce personnage de cow-boy, la goule. Là, voilà, il y a toute une galerie de personnages qui font très bande dessinée, très comics, très effectivement pas réaliste du tout. Et effectivement, alors moi, cette approche de l'humour, voilà, moi je défends assez, enfin je vis comme ça, voilà. L'idée de dire que l'humour devrait venir un peu autrement. Enfin, je comprends pas tout à fait enfin, Benjamin, je comprends que si ça l'a dérangé, ça l'a dérangé, hein, voilà, je veux dire, mais moi, enfin voilà, l'idée que l'humour devrait venir plutôt après, en s'excusant ou je sais pas d'être une teinte, enfin pourquoi pas faire un ton humoristique. Ce qui m'a un peu, alors là, je te rejoins, c'est qu'effectivement, d'un épisode sur l'autre et d'un personnage sur l'autre, c'est plutôt qu'on ne sait pas quel ton ils veulent prendre, voilà, puisque tu as des couples, des personnages qui sont plutôt humoristiques, et puis d'autres scènes, d'autres situations qui sont un peu plus dramatiques. Et moi, ça serait plutôt effectivement quand tu disais le refus de prendre un parti plutôt, voilà. Mais moi, ce qui m'a plu, c'était plutôt le côté humoristique. Je voulais dire autre chose, mais je sais plus exactement quoi. Moi, oui, alors le plot là dans l'abri, on a l'impression qu'ils savent pas quoi en faire. Alors ça, c'est vraiment le petit défaut, quoi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ça m'avait beaucoup fait penser à Star Wars, les enfants. Mais c'est pour ça que je voulais parler des quêtes. On a la personnage principale qui ressemble à Rey. Lui, on dirait Finn. Voilà, donc une femme, un noir, pour reprendre le code des derniers Star Wars. Et j'ai vu passer un mème sur les réseaux sociaux avec lequel j'étais presque d'accord. On voit Rey et Finn qui regardent les deux personnages de Fallout en disant c'est qui ceux-là. Ils disent c'est les mêmes que vous, mais en mieux écrit. Voilà. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu plus, l'humour est passé mieux. Enfin voilà. Moi, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça s'essoufflait, en fait. J'ai beaucoup aimé le début, justement, à l'inverse de Benjamin, peut-être. Et puis, je trouve qu'au fur et à mesure, alors ça doit être le côté linéaire. Je trouve que ça s'essouffle un peu, et que c'est un peu répétitif, effectivement. Et que les twists de la fin,
apporte pas grand-chose. Enfin, oui, bon, et donc, enfin voilà, il y a un côté et donc, hein, sur la fin, c'était pas utile, voilà, mais moi le ton me plaît beaucoup. Voilà, le ton BD Roger Rabbit, la Gaule, m'a beaucoup plu. Voilà. On reste dans quelque chose d'un peu absurde finalement, d'un peu too much, Benjamin, dans une atmosphère de fin du monde, croisant le western, mais qui se prend pas complètement au sérieux, ce qui est peut-être aussi la limite de l'adaptation. Ouais, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'humour, moi, je j'ai pas de souci avec ça, c'est que ça, disons que ça désamorce un petit peu. Ça nous dit, c'est pas si grave, quoi. Bon, on va passer un bon moment, ça reste de l'entertainment et c'est un programme qui va être plaisant, tu as cité des exemples, Demolition Man, Star Wars, bon, ce sont des œuvres qui n'évoquent, enfin voilà, qui nous disent, bon, c'est pas si grave, voilà, les enjeux, les sujets que l'on va évoquer, vont être trivialisés par le traitement et ça reste de l'œuvre grand public. Moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est vrai que ça me parle moins. Il me semble que dans la profondeur et dans ce qu'on retient de ces œuvres-là, eh bien, j'ai l'impression que ça les met un petit peu à distance et les sujets qui sont évoqués, on les touche moins profondément. Il y a un exemple sur Apple, c'est une série qui s'appelle Silo, qui est un petit peu dans cette idée de l'enfermement dans un silo et puis est-ce qu'on va en sortir, est-ce que ça va ouvrir vers d'autres choses. Cette série me semble plus hard, hein, ça me paraît plus littéral et plus sombre, hein, plus grave, mais avec des pointes d'humour. Et il me semble que ce traitement-là est intéressant. Et pour prendre la comparaison avec Westworld, tu as parlé de mécanique, Emmanuel, mais c'est une mécanique qui est consciente. C'est une conscience de la mécanique du genre, du western, et puis ensuite d'autres genres. Et la série va se nourrir de cette mécanique du genre. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est assumé, qui est au service du propos. Westworld, c'est une série extrêmement ambitieuse, un générique extraordinaire qui se renouvelle de saison en saison. Et une qualité artistique, je dirais, vraiment très très forte, et un humour qui vient justement par la suite quand les personnages rejouent les scénarios qui ont été déjà utilisés en disant bah voilà, moi c'est compliqué d'inventer de nouvelles histoires, donc je réécris un petit peu mes scénarios précédents. Donc il y avait tout ce traitement humoristique, et c'est vrai que les deux, donc Christopher Nolan et Jonathan Nolan et Elisa Joy. Voilà, ce couple-là, ils sont producteurs exécutifs. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de reprise et en même temps de mise à distance, répétition et variation, puisque on retrouve des personnages de Westworld, l'homme en noir, la Gaule, le désert, le western, l'épopée, et puis toute cette traversée. Donc on retrouve quand même des éléments, mais traités différemment. Alors on peut mettre ça à leur crédit. Effectivement, ils ont essayé de pas trop se répéter, de partir sur autre chose. Et ça, pour le coup, ça me semble tout à fait légitime. Plutôt que de refaire le même, eh bien voilà, on adapte autrement, et ça, je pense qu'on peut le louer de ce point de vue-là. Alors Benjamin, tu évoquais le western, le désert. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot de la dystopie qui est proposée? Parce que maintenant, comme c'est devenu presque un genre à part entière, les univers post-apocalyptiques. Alors cette fois-ci, il y a un art d'écriture de ça maintenant qui va être le plus inventif. Il n'y a pas de zombies, donc c'est un univers où on n'est pas attaqué dans la seconde où on sort, mais c'est un univers assez hostile quand même, avec voilà des avancées techniques. On peut greffer des doigts très facilement, mais on paye avec des capsules, on fait du commerce dedans. Qu'est-ce que Gilles, peut-être, si ça t'inspire, sur cet univers où l'humanité tente de se réinventer après une apocalypse nucléaire? Alors, si ça m'inspire un petit peu, oui. Alors à la limite, bon, c'est comme tu le dis, on retrouve un peu la même problématique que la plupart des univers post-apocalyptiques, avec toujours cette expérience de pensée de l'état de nature chez Hobbes, par exemple, comment les humains peuvent s'organiser. Alors c'est vrai que pour le coup, dans The Last of Us, il y avait plus de variations. Là, effectivement, on a l'impression, j'évoquais Star Wars, d'être un peu sur Tatooine, un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une vision plutôt négative de la nature humaine, où finalement, à l'état de nature, ce serait un peu la guerre de chacun contre tous, quoi. Voilà, il n'y a pas grand monde, et puis surtout que, alors il y a cette peut-être à peu près critique sociale qui consiste à dire il y a donc les riches qui vivent en bas. Ça m'a rappelé aussi Romero, le retour des morts-vivants, enfin je sais plus, celui avec Dennis Hopper là, où les morts-vivants étaient les pauvres et puis les riches s'enfermaient dans leur tour. Là effectivement on a cette histoire de
de classe sociale, voilà, où on a, sauf que c'est l'inverse de ce qu'on a vu dans Demolition Man, justement, c'est que là, les pauvres vivent à l'extérieur et les riches sous terre, alors que dans Demolition Man, c'était exactement l'inverse. Alors là, c'est assez étonnant. Moi, ce qui m'a paru le plus, qui inquiétant, Benjamin qui parlait d'un univers pas assez inquiétant, c'est finalement plutôt, les flashbacks 200 ans avant, quand on voit la fin du monde, et qui évoque plutôt les États-Unis des années 50, Oui. avec lui avant qu'il soit une goule, le personnage, effectivement, où là on est plus sur une critique politique, le rêve américain, voilà. Et là, je trouve qu'il y a moins de second degré, ou une critique qui pourrait presque rappeler Tim Burton, Édouard aux mains d'argent, enfin des choses comme ça. Voilà, ça m'a paru. S'il y a une dimension un peu sérieuse et critique de notre monde actuel, c'est finalement moins par ce monde post-apocalyptique qui est assez effectivement caricatural, comics, et coloré, hein. Et en revanche, la critique, enfin la scène d'ouverture, ça se passe au moment de l'apocalypse, voilà. Et je trouve que la critique de la politique américaine, des médias, je trouve que c'est là que le propos a l'air le plus sérieux, voilà. Après, bon, voilà, sur la description du monde post-apocalyptique, c'est plus une version plutôt comique de choses qu'on a déjà vues quand même, voilà. Avec un petit jeu sur l'affrontement entre civilisation et dans les abris, hein, ils vivent un peu à l'ancienne, en tout cas dans l'abri 33, et puis le manque de civilité, on va dire comme ça, le chacun pour soi obscien à la surface. Benjamin, un dernier mot sur cette série. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai que l'idée des zones, ça c'était intéressant. On pense à Lost, on pense aux stations d'Arma. Dans Silo, il y a aussi cette idée-là d'un monde qui est en vase clos et qui en fait va s'étendre. Mais là, c'est vrai qu'il s'étend assez vite dans Fallout. Finalement, cet enfermement, la série débute comme ça. Moi, je trouve que le début en fait était intéressant parce qu'il y avait cette idée de huis clos dans un monde enchanté, mais de façon assez ironique. On sent bien qu'il y a une hypocrisie, qu'il y a un loup et qu'en fait ça cache des intentions malsaines. Donc ce propos-là, je le trouvais assez intéressant. Mais c'est vrai que la série s'en détourne assez vite. En fait, ça explose très très vite de façon narrative. Et puis en termes de personnages, il y a une explosion et on retrouve à la fois des déplacements et des personnages qui sont à différents endroits. Donc finalement, ils ont, je sais pas, voulu échapper à ça pour y revenir après, parce qu'on revient dans ces stations, donc il y a un effet de retour qui me semble intéressant. Et c'est vrai que sur l'hypocrisie, sur l'entre-soi et sur les privilégiés, donc les castes, non, là-dessus il y a un propos qui me semble porteur. Et puis il y aura peut-être une suite à cette série, donc on verra si ça donne lieu à d'autres réflexions. Et puis aussi tout un jeu sur le gore, hein. C'est vrai que c'est une série qui va aussi beaucoup sur le gore, on se balade avec des cadavres, une tête qu'il faut transporter. Ah oui, la tête, là, c'est super. Voilà, donc il y a quand même un jeu sur une tête qui est une sorte de trophée, qui a une valeur symbolique qu'on ne connaît pas exactement. Donc c'est une série qui me semble avait un grand potentiel, hein, et qui passe un petit peu à côté, mais qui est quand même très très plaisante, très amusante et qui est tout à fait intéressante à découvrir. On peut dire ça, je pense, pour conclure, c'est que c'est quand même, de toute façon, tu parlais d'entertainment, de divertissement, Benjamin, c'est très divertissement. Ouais. On s'ennuie pas, enfin voilà, c'est divertissant à regarder au moins. Après, il y a des choses de fond plus ou moins, mais voilà, bon, après moi qui ai écrit 2 bouquins sur Star Wars, je te dirais pas que c'est du pur divertissement, voilà. Il y a un peu de philo dedans. mais voilà, mais en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série, voilà. Elle est renouvelée pour une seconde saison. C'était donc Fallout, deuxième série qui nous intéresse aujourd'hui. La Fièvre, donc nouvelle série d'Éric Benzekri, le co-créateur de Baron Noir avec Jean-Baptiste Delafont. 6 épisodes réalisés de main de maître, je trouve, par Ziad Doueri. C'est à voir sur Canal+. La série a eu un accueil critique très important, a même eu les faveurs de la Fondation Jean Jaurès qui a publié une étude de plus de 120 pages sur elle, que je vous recommande. Et puis, il faut dire que voilà, ici, ça pouvait intéresser les sondeurs, les communicants et autres spécialistes des réseaux sociaux parce que Benzekri ausculte une France polarisée sur les questions identitaires et culturelles entre, pour aller vite, un blanc d'extrême droite mené par la comédienne et influenceuse politique Marie Kinski et indigéniste différentialiste issu de l'immigration mené par Kenza Shelby.
Au milieu de ce champ de bataille, quelques personnages tentent de faire baisser la température d'une France malade. Sam Berger, l'héroïne communicante pétrie d'universalisme qui conseille le président du Racing, François Marins, club de foot par où le scandale d'une insulte raciste anti-blanc est arrivé. Audrey, comment es-tu entrée par cette série? Est-ce que tu y es entrée par les personnages, et notamment les personnages féminins, et le personnage très marquant et un peu agité et voilà pétri de plein de valeurs, Sam Berger et les autres personnages? Pas tout à fait. Moi, je crois que je suis entrée dans la série surtout par Eric Benzekri, en fait. J'aimais beaucoup Baron Noir. Je trouvais que c'était une série qui, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, notamment plutôt dans sa réalisation, que je trouvais un petit peu corsetée, parfois un tout petit peu artificielle. Eric Benzekri, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire des dialogues. Et à l'époque, peut-être que sa façon d'écrire était un tout petit peu moins assurée que maintenant. Il y avait parfois un peu des tartines. Et il y avait cette barrière de la mise en scène qui pour moi, c'est une série imparfaite. Je la trouvais quand même extrêmement osée pour l'époque, extrêmement audacieuse dans sa façon d'embrasser des thèmes sur lesquels la fiction française est très frileuse d'habitude, c'est-à-dire tout simplement les arcanes de la politique, les politiciens en tant que tels, les gens qui produisent des idées, les gens qui essayent de les faire passer auprès à la fois de l'opinion et des électeurs. Et pour ce faire, il s'inspirait de sa propre expérience, puisqu'il a été conseiller politique pendant pas mal d'années. Il a fait de la politique à haute dose du côté du PS, et il en garde un goût et de l'expérience et une envie, en tout cas, de transmettre tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a appris, et aussi de transmettre ce qu'il a aimé et ses désillusions. Donc ça, je trouvais que c'était un matériau qu'il utilisait de façon très intéressante. Et j'aimais aussi sa façon de l'incarner dans des personnages qui sont devenus des personnages très forts. Le personnage de Rick Vart, interprété par Cadmerade, mais pas seulement lui. Moi, j'aimais beaucoup le personnage d'Anna Mouglalis, qui a interprété la présidente, Amélie Doran II. Et d'ailleurs, c'est des personnages qui étaient tellement forts que, là, pardon, j'ouvre la parenthèse spoiler du podcast, mais à la fin de La Fièvre, le personnage de Rick Vart revient. Donc, c'est un retour de la série aux politiques pure et dure, mais surtout, et ça a été souligné dans pas mal de commentaires, il y a un effet de réel très fort qui se produit à ce moment-là, c'est-à-dire que Rick Vart semble venir de la vie réelle et tout à coup revenir dans la fiction. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'étais très curieuse de voir La Fièvre. Alors, le contexte, le club de football, tout ça m'intéressait un petit peu moins, mais d'ailleurs, je dirais pas que c'est anecdotique dans la série, mais je trouve que l'histoire aurait pu prendre un terrain différent. Le terrain du football, j'ai trouvé ça anecdotique au départ, et finalement, je trouve que la série justifie bien par elle-même pourquoi elle prend pied dans le milieu du football, mais d'un autre côté, on passe pas non plus tout notre temps dans le football, donc même pour les allergiques au sport, à tout ce qui est petite politique politicienne du sport, il y en a pas trop. Il y en a pas trop, c'est pas très important. Et surtout, moi, j'avais peur d'une série qui prenne pied dans un milieu très masculin. Et justement, le scénario prend ce contre-pied en choisissant vraiment 3 personnages féminins qui sont les personnages principaux. Les personnages du football sont complètement secondaires, je trouve, par rapport à ça. Et ça, c'est très bien vu. J'aime beaucoup le personnage de Benjamin Biolay qui interprète le président du club du Racing, le président du club dans lequel le scandale du coup de boule prend pied. Et c'est un personnage qui se caractérise beaucoup par sa façon de se mettre en retrait par rapport aux personnages féminins, et ça, je trouve ça assez malin. Et ces personnages féminins, alors ouais, ils sont passionnants parce qu'ils sont très différents les uns des autres. Donc, on a Sam Berger qui est une intellectuelle très angoissée, qui voit la réalité en face, c'est-à-dire la possibilité d'une guerre civile qu'elle voit venir. C'est une série d'anticipation, c'est une série qui se place un petit peu en avant de ce qu'on est en train de vivre. Et elle, ça produit une angoisse existentielle chez elle qui l'amène en dépression. Face à elle, il y a Marie Kinski qui est une espèce de mix entre Marion Maréchal et Dieudonné, que je trouve très très finement écrit et très finement interprété, surtout par Anna Girardot. Moi, je pensais pas du tout qu'Anna Girardot était capable de donner corps à ce type de personnalité-là, une personnalité extrêmement cynique et en même temps très intelligente et qui, elle, va dans le sens du vent parce qu'elle veut le pouvoir. Et puis en face, on a une intellectuelle
plus ou moins indigéniste. En tout cas, c'est comme ça qu'elle nous est présentée dans les premiers épisodes de la série. Mais on va se rendre compte aussi, et ça c'est la force de ce scénario, que c'est un petit peu plus compliqué, y compris pour elle. Et ces 3 personnages qui, alors, sont dans l'agentivité, ce qui est assez nouveau dans l'écriture des personnages féminins, mais elles sont plus que ça, c'est-à-dire que c'est elles dans la série qui produisent des idées. Et ça, je trouve ça extrêmement fécond. Et en dehors de ces personnages féminins, il y a ce sens du réalisme aussi qui est très très cher à Eric Benzekri, c'est-à-dire c'est une série qui est extrêmement documentée. Moi, j'ai parlé à des gens qui travaillent dans les sondages, qui travaillent dans les études d'opinion, et eux-mêmes sont extrêmement impressionnés par le détail, par le souci du détail, par le souci du réalisme, par l'histoire de l'opinion dans laquelle Eric Benzekri va puiser. Il y a beaucoup de références à Jacques Pilan. Ça, c'est des références qui sont décortiquées dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès, qui constitue une excellente lecture a posteriori de la série. Et pour savoir d'où viennent les sondages Cali, qu'est-ce que c'est que ces Cali, en quoi ça consiste, pourquoi ils sont importants. Et d'ailleurs, ça, c'est pas vraiment dit dans la série, mais aujourd'hui, les sondages quanti ont pris le pas sur les qualis et c'est dommage. Et quand on parle à des sondeurs aujourd'hui, tous ont tendance à dire que l'opinion publique, dans sa fragmentation, telle qu'elle est montrée aussi dans la série, notamment par le prisme d'un mur, vous savez, un mur d'écran qui permet aux gens qui font des études dans l'agence où travaille Sam Berger de voir en temps réel quelles sont les tendances. Quelles sont les tendances, quelles sont les vidéos qui sont retweetées, quels sont les discours qui sont en train de prendre de l'ampleur, quelles sont les influences aussi étrangères, quelles sont les influences des bots, comment cette opinion est manipulée. Et la conclusion de tout ça, c'est que l'opinion publique, elle est de plus en plus insaisissable. Donc ça, c'est à la fois terrifiant et passionnant. Et il y a une dernière chose qui, moi, que j'ai trouvé très habile de la part de la série, c'est cette façon de quitter totalement, en tout cas de façon assez machiavélique, de quitter complètement le champ du politique pour montrer aussi que la politique, en ce moment, il y a un désert d'idées. C'est plus du tout la politique qui produit des idées. Et j'aime cette façon de quitter complètement cette sphère-là pour ensuite y revenir. Et j'ai vraiment hyper hâte de voir cette série qui va être issue, en fait, de cette espèce de crossover entre Baron Noir et La Fièvre. C'est-à-dire, j'espère que c'est une série qui va, et ça, je fais confiance à Eric Benzekri pour ça, qui va essayer de nous proposer des solutions pour pouvoir en sortir. Et j'aime cette façon de prendre ces thèmes qui sont extrêmement sensibles en ce moment et surtout de dire, vous allez voir, ensemble, en réfléchissant, on va essayer de trouver des solutions. J'aime beaucoup cet optimisme-là, qui est un optimisme un peu désespéré, mais qui existe quand même. Dans la saison 3 de Baron Noir, c'était effectivement une saison qui était très propositionnelle sur comment on s'en sort face à l'extrême droite. Il faut faire une union de la gauche, il faut renouer avec le débat d'idées. Il y a déjà peut-être quelques idées de solutions, derrière une grande assemblée un peu participative de citoyens à la fin. Voilà, donc on retrouve un peu du politique. Benjamin, ton entrée dans cette série-là, La Fièvre. J'admire beaucoup la rhétorique d'Audrey parce qu'elle m'amènerait presque à aimer cette série, mais en fait j'aime plus l'entendre en parler que de voir la série elle-même, parce que alors je fais une entrée un peu négative dans ce podcast, je m'excuse, mais alors moi la réception dithyrambique par rapport à cette série, mais alors je ne comprends pas, je ne la comprends pas du tout. Alors il y a plusieurs choses. Tu parlais, Audrey, du monde du foot. Alors moi c'est vrai que c'est un peu dans ma culture, je suis un passionné et donc je connais ce milieu-là. Alors pas de l'intérieur, je joue en amateur, mais je m'y intéresse de près. Et là, c'est vrai que du coup, ça pique quand même parce que tu l'as évoqué, on s'en éloigne, mais quand même, c'est très présent, et notamment dans le premier épisode. Et il y a quand même des représentations qui m'ont semblé extrêmement clichés dans l'image du footballeur. Alors, on voit bien qu'on joue avec le cliché pour ensuite s'en éloigner. Et que d'abord on donne une image stéréotypée du footballeur avec la grosse bagnole, le star system. Il vient en interview pour recevoir un prix parce que ce sont les trophées UNFP, la grande messe de Canal, qui est déjà un peu carnavalesque. Donc le fait de mettre ça en fiction, ça me paraît un redoublement de la fiction, mais bon, pourquoi pas. Et donc, il est interviewé par Paganelli, donc il y a des personnalités réelles de Canal+, on voit Hervé Matou, donc il y a un mélange de réel et de fictionnel qui me semble une rencontre un peu hasardeuse, que les personnages de fiction, alors tu parlais de, comment s'appelle-t-il, Benjamin Biolay en président,
en président de club de foot, un club qui s'appelle le Racing. Alors on voit que ça se passe à Paris, c'est pas un vrai club, mais ça se passe à Paris avec ce président. Alors moi, j'y crois pas du tout. Alors Benjamin Biolay, enfin si on connaît un peu la personnalité des présidents des clubs de Ligue 1, on est quand même assez éloigné. Ce sont des capitaines d'industrie. Lui, il est très effacé et puis il a ce tempérament. Bon, on connaît cet acteur-là, mais ça me semble complètement décalé. Et alors son entraîneur, il est joué par Pascal Vincent. L'entraîneur du Racing, alors lui, il a un accent qui est plutôt un accent du sud-ouest. Et il joue un entraîneur de club parisien de Ligue 1. Ça me paraît complètement décalé. Et puis alors à un moment, il y a toutes des discussions parce qu'il y a l'équipe de communication qui vient au club pour intervenir, pour dire attention, là il faut éviter de communiquer parce qu'il y a eu cet incident pendant les trophées NFP. Donc ce joueur qui a mis un coup de tête en traitant son entraîneur de Babtou, et donc il y a un discours identitaire, un débat identitaire qui s'ouvre par rapport à ça, et donc l'équipe de communication vient au club pour dire attention, il faut surtout pas faire d'impair. Et donc là, il y a toute une mise en scène, si on retire tous les téléphones portables, etc. Bon, pourquoi pas. Et puis l'équipe de communication qui connaît absolument pas le foot et qui commence à poser des questions de Béotien. Et donc le premier épisode s'appelle Box to Box. Voilà, qui est une expression qu'on connaît quand on s'intéresse au foot, mais qui est plutôt une expression anglaise que nous, on n'utilise pas beaucoup en France. Et puis, box to box, il le dit 5, 6, 7, 8 fois. Donc, c'est répété comme ça. Il y a une sorte de mécanique de répétition. Et puis, on vous explique ce que c'est que le box to box. Et puis l'entraîneur, à un moment, il a une table avec ses petits joueurs, ses petits bonhommes pour placer ses joueurs. C'est pas du tableau noir, c'est comme un jeu. Et puis il a tout un discours avec le personnage de Sam sur la tactique. Et puis il se met à s'énerver, et puis il se met à taper du poing sur la table, à dire ah bah non, il faut jouer comme ça, etc. C'est complètement grotesque en fait. Imaginez un entraîneur de Ligue 1, sont plutôt des gens cérébraux, sont plutôt des gens qui vont réfléchir aux stratégies. Et là, on rend ça puéril, on infantilise le propos comme si c'était ça la réalité d'un club de Ligue 1. Bon, je pointe des petits détails comme ça, hein, c'est pas tout le propos de la série, mais ça me paraît complètement. Là, on sent bien que Benzekri est allé sur un terrain qu'il ne maîtrisait pas, et je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas eu de consultant qui ait pu cadrer ce propos-là pour dire attention, là, on n'est pas vraiment. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et n'importe quel connaisseur verra bien qu'on est en décalage. Après, donc oui, sur les personnages, effectivement, il y a des constructions. En fait, moi, j'ai eu l'impression d'un panier garni, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout mis. Tous les termes que vous avez employés, alors l'agentivité, l'anticolonialisme, l'indigénisme, enfin voilà, les personnages parlent comme des livres parfois. Les dialogues sont ce que moi je trouvais dans Baron Noir, il y a quelque chose d'assez proche de la base avec Rick Vart, il y a quelque chose qui me semblait réaliste de ce point de vue-là. Là, le propos est très écrit et pour le coup, je trouve que c'est pas du tout proche de nos réalités à nous. Pensez à ce que ferait David Simon, le créateur de The Wire, d'un propos comme celui-ci, quoi. Lui, il le rendrait concret, vu depuis le terrain, et donc il y aurait cette sensation de réel. Là, ça me paraît vraiment en survol, et puis on met tous ces personnages-là, on mélange tout ça. Ça me paraît beaucoup trop dense, et ce que j'ai trouvé assez paradoxal, c'est que finalement le personnage qui me paraît le mieux incarné, le mieux écrit, le plus charismatique et le mieux interprété, c'est celui de Marie Kinski, quoi. C'est celui d'Anna Girardot, parce que là il se passe quelque chose. Elle est sur scène. Et puis elle a une rhétorique et elle a un jeu d'ironie, de sarcasme rentré, caché. Bah oui, là, il me semble qu'il touche quelque chose de cette extrême droite qui avance masquée, qui se normalise de plus en plus. Et là, il y a un propos qui me semble très contemporain par rapport à ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, par rapport aux européennes, par rapport au futur présidentiel, etc. Donc là, je trouve qu'il touche quelque chose. Et pour le reste, il me semble un petit peu en retard par rapport à des sujets qui sont d'actualité. Et un dernier mot, c'est le traitement. Emmanuel, tu l'as valorisé, hein, le traitement de Ziad Doueri. Alors moi, je le trouve beaucoup trop chargé. C'est-à-dire que le stress, l'angoisse produite par les réseaux sociaux, etc. Là, c'est appuyé par un montage très cut avec beaucoup de plans qui nous étouffent sur des écrans. Et puis on voit des courbes, on voit des tendances, on voit des mèmes, des reels, des bouts de discussion, etc. Tout ce que nous on vit dans notre quotidien multi-écran. Mais là, c'est saturé à l'écran par le montage. Et finalement, ce que je trouve assez ironique, c'est que la série, en voulant dénoncer ces effets de saturation et puis de
de polarisation des débats, et ben la série le rejoue elle-même parce que il y a cet événement au début, ce drame, ce coup de boule, et puis à la fin, on est à une conférence de presse. Là, je parle juste du premier épisode, une conférence de presse où les journalistes se mettent à s'insulter puis à se battre entre eux. Là aussi, on exagère. Alors, je veux bien que ça soit de l'anticipation, mais l'anticipation, c'est pas forcément de l'exagération, parce que là, on amplifie les effets. Finalement, on reconduit ce qu'on veut dénoncer, à savoir cette polarisation des débats par des effets de fiction qui sont, à mon sens, too much. Ça vient trop vite, et tout ça crée une suramplification. Et du coup, le débat se dilue un petit peu. On perd les idées fortes. Si ce n'est celle donc de cette extrême droite qui marche masquée, comme je le disais. C'est vraiment ce que je retiens de cette série. La série se casse pas complètement la figure. C'est le sujet était un peu casse-gueule, pour le dire poliment, et parce que c'est un sujet compliqué, les guerres culturelles, les polarisations identitaires, et puis finalement ça fonctionne quand même. Audrey, quelques éléments de réponse et de complément à ce qu'a dit Benjamin. Je suis assez d'accord avec Benjamin, hein. Mais ça m'empêche pas du tout d'aimer la série. C'est-à-dire que c'est une série qui est, comment dire, qui force le trait à pas mal d'endroits pour des raisons dramaturgiques essentiellement, pour des raisons aussi de pédagogie. On sent bien qu'on a des scénaristes qui sont très crispés à l'idée d'être mal compris et d'être mal interprétés. Je pense que vu le matériau qu'il débrief, surtout sur Canal+, je crois qu'ils ont plutôt raison d'être précautionneux et d'être méticuleux à l'extrême. Effectivement, c'est pas une série sur le foot. Le foot n'est qu'une toile de fond, c'est une toile de fond qui est très incomplète. Effectivement, moi je trouve que toute cette histoire de coopérative vers la fin, elle a beau être ancrée quand même dans la réalité, hein, sur des clubs qui ont réellement existé. C'est un modèle qui existe, c'est pas non plus un truc qui vient du pays des bisounours. Moi, je trouve ça un petit peu tout à coup rose bonbon, et on sent que aussi il y a un problème de rythme, quoi. C'est-à-dire que Benjamin, tu parles de The Wire de David Simon, mais effectivement on n'est pas sur HBO, on est sur Canal+. Et on est surtout sur Canal+ en 2024, et la saison a fait 6 épisodes, elle en fait pas 8, et The Wire c'était plus que ça, c'était plutôt du 13 épisodes. Donc oui, il y a un problème de rythme. Oui, c'est beaucoup trop dense, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que c'est chargé à l'excès, et c'est une série qui va parler forcément à des gens qui s'intéressent un petit peu à ces thèmes-là, qui ont envie d'en découdre, qui ont envie de s'y coller un petit peu. Après, en préparant cette émission, on a un peu parlé de la Meat TV, qui est un concept qui a fait l'objet d'un article par un critique très connu du New York Times. C'est la Meat TV un peu entre deux eaux, qui est ni géniale ni complètement mauvaise. Le ventre mou, quoi, le côté un peu tiède. Mais c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux, quoi. Voilà. Tout à fait. Et dans cet article, j'essaie de me souvenir de la formule, pardon, mais il y a un moment, l'auteur dit: une série qui ne vous enrage pas ne peut pas vous engager. Moi, ce que j'aime dans cette série, c'est que justement, elle a fait beaucoup parler. Sur combien de séries aujourd'hui, on a la Fondation Jean Jaurès qui va pondre 30 chapitres comme ça en l'espace d'une semaine, une fois que la série est finie, pour faire réfléchir. Sur combien de séries on a le showrunner qui vient sur France Inter pour faire une émission d'1 heure pour en discuter. Ce que j'aime dans cette série, c'est la façon dont elle produit de l'engagement. À la fois pour en dire du bien, mais aussi pour la critiquer. Et ça devient assez rare. Après, et là aussi, c'est aussi un point sur lequel je rejoins Benjamin, c'est une série effectivement qui souffre d'une faiblesse de mise en scène. Pas de réalisation, parce que moi j'aime plutôt le travail que fait Ziad Doueri, mais on sent qu'il y a un gros delta entre le scénario et la mise en scène, et ça vient du fait que Eric Benzekri, et il l'assume totalement, lui, il écrit. Et il fait pas autre chose, et il part du principe que la réalisation, c'est pas son domaine, et il la confie intégralement à Ziad. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un petit truc un peu vaporeux de transposition de l'écrit à l'image. J'ai un peu l'impression que c'est ce que tu dis, toi, oui, tout à coup, sur la mise en scène, il y a des idées qui manquent, il y a un petit flou, il y a effectivement une représentation du journalisme que je trouve pas hyper affûtée. Voilà, à cet endroit-là, ça flotte un petit peu. Oui, c'est totalement vrai. Ça m'empêche pas d'aimer la série, d'avoir envie qu'elle se continue, parce que je la trouve féconde au niveau des idées, et j'ai envie de ça. Mais oui, sur les images, sur la réalisation, sur la mise en scène, sur le pouvoir d'évocation, il y a un truc qui est pas tout à fait fini. Et puis une série, voilà, sur l'inquiétude politique de Sam Berger. Gilles voulait poser une ou deux questions en candide. Oui, alors c'est même pas poser une question, c'est faire un constat. D'abord, je vois que
Benjamin n'aime pas les mélanges, hein, humour sérieux et réelle fiction. Il disait, voilà, bon. Par contre, il aime C'est bien une le question de foot. dosage. Voilà. D'équilibre. Oui. Ouais. Je rigole, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, en tant que Candide, moi, j'ai pas encore vu la série, de vous écouter tous les deux, et c'est pour ça que cette émission est bien, c'est que ça donne juste envie de la regarder en se disant, mais alors, finalement, qu'est-ce que moi je vais en penser? Voilà. Donc, et pour dire que j'avais beaucoup aimé aussi Baron Noir, que je trouvais, Benjamin disait que là, ils étaient un peu en retard sur certains sujets. Moi, j'avais trouvé que la qualité principale de Baron Noir, c'était d'anticiper complètement ce qui se passait, c'est-à-dire à chaque fois Baron Noir, 6 mois plus tard après la saison, tu disais ah ben c'est ce qu'ils avaient vu dans Baron Noir. Enfin, c'était assez étonnant. Donc c'est dommage s'ils ont perdu le côté un peu visionnaire, mais bon, en dehors aussi de la qualité de l'interprétation de Cadmerat qui on n'y croyait pas. Il disait qu'on ne croyait pas à Benjamin Biolay dans le rôle. Alors, Cadmerat, pendant 20 minutes, on se dit c'est pas possible, Cadmerat dans ce rôle-là. Et finalement, au fur et à mesure, on finit par l'admettre et ça veut dire qu'il joue quand même très bien, quoi. Voilà, et c'était un grand plaisir de cette série-là. Il a dit qu'il a galéré à apprendre tous les dialogues. Hein. Pardon. Le mot de la fin avant le crossover donc attendu dont parlait Audrey. Voilà, Eric Benzekri, ça devient un vrai showrunner à la française et donc là il a inventé tout un univers fictionnel. Benjamin. Oui, non, pour finir, effectivement, Audrey, sur la question de l'ampleur, c'est une question de dimension. En fait, c'est vrai que là, moi, je trouve que par rapport à la dimension et par rapport au nombre d'épisodes qui a été décerné par Canal+, eh bien, il y a une ambition qui me semble démesurée. C'est vrai que ça demanderait plus, parce qu'il y a tellement de personnages, tellement de thématiques. Tellement d'enjeux, il y a le foot, le politique, le journalistique. Déjà, ces trois choses-là se mêlent. Beaucoup de personnages, les personnages féminins dont tu as parlé, mais aussi toute la partie le joueur star de l'équipe de foot, l'entraîneur, le président, l'assaut sur le colonialisme, etc. Donc c'est vrai que il y a beaucoup d'ingrédients en fait sur un format qui est réduit et du coup peut-être qu'il aurait fallu réduire la voilure et cette idée d'ouvrir sur un crossover avec Baron Noir, je trouve ça vient tôt quoi. La série a pas le temps quand même, il faudrait plus de saisons, plus de temps. Voilà, je pose une question générale, mais est-ce qu'on a encore le temps aujourd'hui de faire des séries quoi, vraiment des séries qui s'étendent sur le long terme et qui ont et je pense que Canal+ a les moyens de proposer ça et surtout avec Benzekri qui est quand même un auteur qui a fait ses preuves et avec Baron Noir il a pu avoir ce temps de déployer son récit donc voilà pourquoi pas avec d'autres séries mais en tout cas c'est quelqu'un à suivre effectivement de près et qui a des idées. Troisième série qui nous intéresse aujourd'hui, The Regime. Le Régime, série HBO en 6 épisodes, visible sur Prime Video, de Will Tracy et Stephen Frears, avec notamment Kate Winslet, Mathieu Schoenaerts et Guillaume Gallienne. La musique est signée Alexandre Desplat. L'action se passe dans un régime fantoche d'Europe centrale, qui s'apparente alors à la Biélorussie, à la Roumanie. D'ailleurs, le couple au pouvoir s'appelle Elena et Nicolas, comme les Ceausescu. On suit des intrigues de palais et la dérive paranoïaque d'une chancelière un peu dérangée et sous influence d'une sorte de Raspoutine dont elle tombe amoureuse. C'est aussi cette série un précis de décomposition politique, une série satirique, grinçante, grotesque, mais aussi très critique sur des fonctionnements politiques, sur les élites hors sol ou sur les relations internationales compliquées des petits pays qui sont coincés entre les grandes puissances. Alors c'est aussi un peu étrange, c'est un objet un peu étrange, c'est pas une série qui est drôle, elle a des aspects un peu désagréables. On ne sait pas trop comment y rentrer. Gilles, comment en es-tu entré? Comment y es-tu entré et comment en es-tu sorti? Alors, moi, j'y suis rentré par Kate Winslet d'abord parce que je l'aime beaucoup. J'avais adoré, on en avait parlé ici, Mare of Easttown. Alors là, c'est le rôle complètement inverse. C'est ce qui montre qu'elle est quand même très bonne comédienne. Un rôle hyper réaliste de flic dans la classe moyenne américaine, mais qui faisait série anglaise, je l'avais dit ici. Et là, au contraire, personnage complètement figé plastiquement. Enfin, vraiment, c'est les deux. Voilà. Donc, je suis rentré par Kate Winslet. Alors très vite, les autres en diront ce qu'ils en pensent. J'aime plutôt. Je suis mitigé, mais j'aime plutôt. Je trouve que ça va en s'améliorant. La qualité, c'est quand même effectivement. On dirait un Borgen sous acide. Enfin, je sais pas. Il y a un côté un peu un Borgen dans un cauchemar. C'est un peu ça. J'ai l'impression de voir exactement Borgen, mais si tu faisais un cauchemar.
Donc il y a un côté bien là-dedans. Le fait que voilà, effectivement, l'avantage, je trouve que la qualité et le défaut de la série, c'est qu'on a du mal à s'attacher à n'importe quel personnage. Je trouve qu'ils sont tous très peu attachants, à part peut-être la femme de chambre qui Agnès. est la mère de l'enfant. Enfin bref, qui est un peu qui est la pointe d'humanité là-dedans, mais ils ont tous, c'est que des anti-héros. Alors, ce qui est bien, c'est que ça critique effectivement. Alors, bon, tu parlais de Biélorussie, évidemment, lui, on pense aussi à la Russie tout court. Poutine, là, quand ils sont assis d'un côté à l'autre de la Oui, table, la très Poutine, longue Macron. table. En plus, l'invasion du corridor, ça fait penser quand même pas mal à la Crimée et à l'Ukraine. Lui conseiller, c'est aussi la Russie du début du XXe siècle, c'est-à-dire Raspoutine. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Il a repris la biographie, c'est les mêmes. Et effectivement, l'isolement du pouvoir, ça pose plein de questions. À moi, ça m'a posé plein de questions philosophiques, notamment sur le rapport au passé. Alors, je ne vais pas vous embêter avec mes références, mais ça m'a fait penser aux considérations intempestives de Nietzsche sur le rapport au passé et à l'histoire quand il dit est-ce qu'il faut une histoire traditionnelle, mémorielle ou pas, c'est-à-dire la réinvention du passé, qui est à la fois, elle dit, enfin, toute l'histoire du rêve, de comment, au nom d'un héritage qu'elle invente, on va reconquérir d'autres territoires. Enfin voilà, il y a toute une réflexion sur comment une dictature s'installe avec le passé, sur les mobiles de Poutine, comment ça isole du pouvoir. Comment le pouvoir isole plutôt, puisqu'effectivement tout le monde lui ment, ça c'est pas mal, hein, le côté, m'a fait penser ça à Pascal, c'est-à-dire plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus les gens vous mentent parce qu'ils espèrent tous en tirer un intérêt personnel. Voilà, et typiquement là tout le monde lui ment parce que chacun recherche son intérêt particulier. C'est là que je vous dis qu'il n'y a aucun pour rattraper l'autre. Et voilà. Et donc, c'est la qualité, c'est ce côté un peu Borgen, très peu réaliste, cauchemar. Il y a beaucoup de plans, j'ai noté le terme parce que c'est un plan qui m'avait plu dans Stranger Things, là, ce qu'on appelle un Dutch angle, un plan débulé, là, quand Un plan oblique, quand ouais. t'as surtout quand t'as fait Des ses axes, malaises, parce vous en parlerez peut-être, mais effectivement, c'est quelqu'un qui fait des malaises. Il y a la scène où tout le monde a froid et enfin, ils lui mentent tous. Enfin, elle crève de chaud parce qu'elle a ses chaleurs de sa folie. Et en fait, tout le monde gèle dans le château et tout le monde doit lui faire croire qu'ils ont aussi trop chaud alors qu'elle, elle a trop froid, alors que c'est la seule à être folle. D'ailleurs, elle leur dit à un moment, elle est dans sa baignoire à ce moment-là de glace, puis elle dit arrêtez d'avoir l'air pas net parce que j'ai l'impression de pas être normal. Essayez d'avoir l'air normal parce que moi ça me dérange. J'ai l'impression que c'est moi qui suis folle. Enfin, elle est en train de comprendre que effectivement tout le monde se fout d'elle. Bon, il y a des trucs quand même pas mal. On n'est pas au 2e degré, on est au 3e. Mais du coup, c'est quand même. Moi, j'ai attendu 3 épisodes pour comme. Par contre, après, effectivement, je trouve qu'il y a un côté de page turner. Une fois qu'on rentre dedans, on a quand même envie de savoir parce que vu que c'est la dégringolade, on a envie de savoir ce qui va se passer quand même. Mais on met du temps à entrer dedans parce que les personnages ne sont pas attachants. Et pour moi, une bonne qualité de série, on parlait avec Benjamin, il parlait de The Wire, par exemple. Moi, ma série préférée, c'est Les Sopranos. Donc, on n'a que des anti-héros. Ça n'empêche de s'y attacher. Voilà. Et je trouve que c'est la petite faiblesse. C'est à force de vouloir faire des anti-héros, anti-personnages, enfin, anti-héros, on a vraiment du mal à s'attacher. Et pour moi, c'est la qualité d'une série sur 6 et 80 épisodes, Les Sopranos, c'est qu'à la fin, tu as l'impression de faire partie de la famille, quoi. Voilà, et c'est la petite faiblesse. Enfin, tu joues sur la corde en voulant faire des anti-héros peu sympathiques, on s'attache à personne. Voilà, pour moi, c'est voilà. Mais j'ai quand même, voilà, je trouve qu'il y a plein de leçons politiques, historiques à tirer, évidemment. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une série qui ne se laisse pas, on n'y entre pas facilement. Ouais. Elle est parce que les personnages sont un peu antipathiques et on n'a pas de clé d'entrée. Puis les décors, hein, c'est un peu vert, glauque. Moi, je pensais à Wes Anderson, hein, sous acide, parce que le grand château comme ça, au milieu des montagnes, il y a cette dimension-là. Audrey, tu es aussi entrée dans la série par Kate Winslet, qui a un rôle assez époustouflant et une interprétation assez époustouflante aussi. Oui, complètement. Moi, je regarderais à peu près n'importe quoi avec elle et je suis complètement, je renchéris par rapport à Gilles. Je pense que son meilleur rôle de tous les temps, c'est Mare of Easttown. Donc, c'est une série. Et nous ne sommes pas les seuls. J'en parle aux gens et ils sont d'accord. Oui, et
D'ailleurs, c'est un peu le problème de la série de The Regime, se reposer beaucoup sur Kate Winslet, parce que à part ça, moi j'aime beaucoup quand même Will Tracy. Je suis une grande fan de Succession, j'aime beaucoup ses anti-héros, j'aime beaucoup le côté antipathique. Au contraire, moi c'est plutôt quelque chose qui me stimule. Là, il y a effectivement un ton que je trouve à la fois original et assez séduisant de comédie satirique, avec un petit côté aussi comédie de bureau, c'est-à-dire que on se retrouve à une table autour d'un bout de papier pour discuter d'enjeux qui sont très graves quand même, qui sont des enjeux de rivalité avec les États-Unis, de prédation de la Chine côté, de ce corridor qui fait des balles. Le pays est très pauvre. En fait, c'est un pays qui n'est jamais nommé, mais c'est un pays qui est très pauvre. Notamment une province qui va finir par se rebeller. Mais c'est un pays qui crève un peu de faim. À un moment, quand on voit le peuple entrer dans le palais, on se rend compte qu'il y a un énorme fossé entre ce que vit Elena au quotidien avec ses coiffures années 50, ses petites robes et puis les événements qu'elle organise, et puis ce que vit la population au quotidien. Donc tout ça, il y a un ton qui moi m'intéresse, mais c'est hyper foutraque, c'est-à-dire que moi je comprends pas non plus les 3 premiers épisodes, je comprends absolument pas où ils veulent me mener, je comprends pas à quoi servent ces personnages. Il y a beaucoup de choses contenues dans le personnage de Kate Winslet. Alors, c'est une espèce de dictateur sans surmoi, effectivement, comme Poutine, comme Trump, comme Bolsonaro, qui ne doute de rien, voilà, qui sort une connerie à la minute, qui a des idées complètement absurdes, et tout le monde lui dit qu'elle est absolument géniale, alors que personne n'est dupe. Son père est mort, elle le garde sous cloche, dans une espèce dans un de mausolée. Voilà, et elle va lui parler, elle va lui reprocher des choses, elle va l'engueuler, elle va l'insulter à chaque fois qu'elle est contrariée. Elle a 50 ans, elle est en périménopause, elle le vit pas très bien, c'est pour ça qu'elle a des bouffées de chaleur, elle est hypocondriaque, elle est paranoïaque, et tout le monde est à son service. C'est une grande enfant, il y a quelque chose de très immature. Et à part ça, la série propose pas, elle patine un peu pendant les premiers épisodes. En plus, je trouve que cette histoire de relation donc raspoutinienne avec Matthias Schoenaerts, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Je sais pas, il y a un problème d'alchimie entre les deux. J'arrive pas du tout à comprendre comment ils réussissent à s'éprendre l'un de l'autre. Ouais, je trouve ça caricatural, et je trouve à l'inverse que le couple qu'elle forme avec Guillaume Gallienne, qui interprète son mari, qu'elle est allée kidnapper en France, ça on le comprend de façon détournée, mais globalement elle est allée le chercher, elle l'a kidnappé, elle l'a arraché à sa femme et ses enfants pour l'emmener dans son palais. Et ben je trouve que ça fonctionne vachement mieux. C'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus intéressant. Mais je comprends pas où ça va, et je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Et là on est à fond dans la mid-TV pour le coup, je ne sais pas quoi en penser. Et en revanche, il y a un moment, il y a une scène, je sais plus si c'est dans l'épisode 3 ou 4, avec Hugh Grant. Où Hugh Grant interprète un opposant politique qui est emprisonné depuis des années. Voilà. Alors, c'est l'épisode 4. Merci. Il a écrit un pamphlet. C'est le meneur d'une espèce d'opposition qui est vraiment réduite à pas grand-chose. Et il est enfermé dans une geôle très sombre. Il est régulièrement torturé. Mais Elena va le voir pour discuter. Et ça, je trouve qu'à ce moment-là, il y a un truc qui émerge, qui est plus profond, plus nourri intellectuellement, un petit peu plus existentiel. Et là, la série prend un tour tout à coup beaucoup plus sérieux, que je trouve... pour moi, la série, elle aurait dû creuser ce sillon-là, et malheureusement, elle le fait pas. Elle sort de la prison, le personnage ne revient pas. Et la résolution, pour moi, est assez anecdotique. Les derniers épisodes m'ont pas beaucoup intéressée. Donc, c'est vrai que... du coup, il reste pas grand-chose. Ouais, mais il y a des personnages... Les 3 premiers et les 3 derniers. Oui, ben voilà, c'est aussi le problème des séries qui font 6 épisodes. Ouais. Quand il y en a la moitié qui sont bons, la moitié qui sont pas bons, qu'est-ce qu'on en fait, au bout du compte? Est-ce que c'est une série qu'on a aimée, qu'on n'a pas aimée? Donc, en dehors de ce personnage que je trouve assez génial, et ça tient beaucoup quand même à l'interprétation qu'en fait Kate Winslet, je suis pas sûre qu'avec une autre actrice, ça aurait suffisamment marché. Bon, en dehors de ça, moi, j'en retiens pas grand-chose. Série à moitié réussie alors, Benjamin, parce qu'il y a 3 épisodes un peu bien ou 3 épisodes ratés. En tout cas, c'est une série qui est très compliquée à appréhender. Ouais, moi je serais plus. Enfin, vous êtes sympa chez Intersaison. Hein, vous dites bon, c'est pas mal, oui, mais non, c'est une série ratée. C'est clairement un échec et il faut le dire. C'est une série qui a tous les apparats de la réussite. C'est quand on voit visuellement la musique de Desplat, l'interprétation. Oui,
Will Tracy, on a des noms, il y a du cachet, comme on dit. Ça serait un film de festival, ça serait un film à Oscar, mais en fait, rien ne clique. Et on voit bien que ça ne prend pas. Et dès le début, moi j'adore aussi Kate Winslet, mais là il faut quand même dire qu'elle est amenée, et au fur et à mesure, et de plus en plus vers la fin, quand même à un peu cabotiner. Il faut le dire. Elle parle avec la bouche tordue, avec un accent forcé, et puis elle dit bah, elle surjoue comme ça la damsel in distress, la demoiselle en détresse. Finalement, elle devient là pour le coup, son agentivité est complètement remise en question, parce qu'elle devient un personnage d'impératrice égarée qui est secourue par le personnage de Matthias Schoenaerts, et finalement elle est complètement victimisée, et elle le surjoue par sa manière de parler, tout en gardant sa prestance et sa dignité inhérente à cette actrice. Mais Kate Winslet, sur HBO, on l'a vu donc dans Mare of Easttown, et puis avant dans Mildred Pierce. Donc elle a joué dans 2 mini-séries pour HBO vraiment très prestigieuses, et oui, on sait que c'est une actrice extrêmement recommandable, mais elle ne peut pas tout faire. Elle peut pas sauver un projet comme celui-ci, où on met une actrice britannique, on met un acteur belge, et puis on met un acteur français. Ça se passe dans un pays. Alors au début, on voit un pays d'Europe centrale. On sait pas. On refuse de nommer les choses pour ne pas cibler, mais là, je reconnais pas tout à fait mon HBO, quoi. C'est-à-dire que on parlait de précédents comme Les Sopranos, comme Succession. Succession, ça visait clairement les Murdoch. Il y avait un rapport. On donnait pas les noms, mais c'était quand même assez explicite. Là, il y a quand même une prise de distance. Et HBO, c'est une chaîne qui va normalement chercher à anticiper, à prendre les devants sur les sujets qui fâchent, alors que là, pareil, ils sont en retard, quoi. Ils sont en retard sur des choses dont on a déjà beaucoup parlé, le despotisme, le totalitarisme, c'est pas nouveau. En plus, on ne nomme pas. Et puis là encore, je reviens, Gilles, sur mon mélange des genres. Bah oui, il y a un humour qui déréalise tout ça, mais qui ne prend pas, parce qu'on ne rigole pas une seule fois. Donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas drôle, alors que ça se veut satirique, ça se veut ironique. Et la référence à Wes Anderson, moi les problèmes que j'ai avec Wes Anderson, ils se retrouvent ici avec cette série. C'est-à-dire que tout est pris à la dérision, tout est pris à la rigolade. On regarde ça et puis il n'en reste plus rien, quoi. On ne garde rien. La série ne traite aucun sujet frontalement. Elle passe d'un sujet à un autre. Alors Schoenaerts, au début, il est détecteur de je sais pas quoi là, et puis ensuite de moisissures, et puis après il est emprisonné, et puis ensuite il devient protecteur, et puis voilà, une transformation comme ça permanente du personnage sur 6 épisodes. Garder un cap, explorer des sujets. Voilà, la série, c'est le temps long, c'est l'exploration des questionnements profonds. Vous avez le temps, prenez le temps, quoi. Et là, ça va trop vite, c'est too much, c'est trop condensé. Sur ce format un petit peu bâtard là de mini-série, on veut tout y mettre, et en même temps on sait pas quoi raconter très clairement. Et puis la série, elle est à l'image de son générique, qui est absolument hideux, en image de synthèse totalement. Ça aussi, c'est pas le générique HBO, c'est pas le générique. On en a vu de Game of Thrones à Carnival, à Six Feet Under, à Succession. Revoyons les génériques absolument merveilleux Succession. de HBO. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce générique-là? Et je pense que c'est très parlant. Le générique, souvent, ça dit beaucoup de l'ambition d'une œuvre. Et là, c'est un raté. Alors moi, ce que j'aime avec HBO, c'est quand ils se plantent vraiment, ils se plantent bien, quoi. On l'a vu avec The Idol, ils y vont pas à moitié. Et je préfère qu'on se plante totalement et puis qu'on repart sur autre chose. Et Kate Winslet, voilà, elle va faire d'autres fictions, d'autres films, d'autres séries. On regardera ça avec intérêt. Mais là, c'est raté. Merci, au revoir. La série est donc atteinte par la déliquescence de son propre personnage principal et de son régime. On va passer à la dernière série qui nous occupe aujourd'hui, Three Body Problem, série Netflix. 8 épisodes produite par les créateurs de Game of Thrones, dont on parlait à l'instant, David Benioff et D.B. Weiss, avec à l'écriture Alexander Wu. C'est tiré du roman à succès du chinois Liu Cixin, en espérant que ça se prononce comme ça. Et parmi les rôles principaux, on note Rosaline Chao, qu'on avait pu voir, moi je l'avais vu en tout cas dans Star Trek Deep Space Nine, et qu'on avait vu plus récemment dans Sweet Tooth, et puis John Bradley, plus connu sous le nom de Sam Tarly dans l'autre univers précité. Alors à cheval sur 2 époques temporelles, notamment au début, il y a ça commence avec la Chine communiste et une séquence d'autocritique et d'amende honorable qui tourne au drame. Et puis la série va suivre des scientifiques et des agents secrets aux prises avec des phénomènes inquiétants indiquant une présence extraterrestre menaçante.
Audrey, sur cette étrange série là aussi. Alors on parlait de linéarité pour Fallout, là aussi c'est très linéaire, ça prend son temps, m'a-t-il semblé. Alors je sais pas si la série prend son temps, parce que quelle série prend son temps aujourd'hui, hein? Là on vient de parler de 2 séries qui vont au pas de course, qui laissent très peu de place à l'exposition, à l'installation. Regardez, si vous voulez, moi je le fais, je suis un peu cinéphile, donc je revois beaucoup de vieux films. Regardez des films des années 70 ou des années 80, pendant les 15 premières minutes, il se passe rien. Vraiment rien. Donc, c'est définitivement complètement terminé. Donc, je sais pas si cette série prend son temps, mais effectivement, c'est une série qui nous promet quand même un temps long. Et elle nous promet dès le début, elle nous promet plusieurs saisons. Et ça fait partie des choses que j'aime bien, même si j'aime pas tout dans cette série, notamment le fait qu'elle soit très éloignée de mes univers. La science-fiction, l'anticipation, les espèces de sagas fleuves de science-fiction en 6 tomes, 10 tomes, etc., qui courent sur des siècles et des siècles. Moi, c'est absolument pas quelque chose dont je suis cliente. Je n'ai pas lu les livres et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs d'entrer dans la série sans avoir lu les livres. Donc, il y a ces premiers épisodes, j'ai l'impression que la saison qui fait 8 épisodes est divisée vraiment très clairement en 2 parties. Les premiers épisodes sont extrêmement déroutants parce que ça nous parle de physique. Et moi, j'ai fait un bac littéraire, donc autant vous dire que j'ai été très mal à l'aise pendant les premières minutes puisque je ne comprends rien à ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai des personnages, donc 5 personnages principaux, un petit côté club des 5, un peu l'expérience interdite aussi, qui sont éloignés géographiquement parlant, mais ils se connaissent tous et qui sont confrontés à des phénomènes un peu mystérieux, donc des professeurs qui meurent, des suicides. L'une d'entre elles voit un compte à rebours s'afficher devant ses yeux, on ne comprend absolument pas à quoi ça correspond. Donc tout ça se met en place de façon très progressive. On voyage à travers plusieurs temporalités, mais on ne sait pas vraiment si c'est des temporalités, en tout cas plusieurs espaces. À un moment, on est dans la Chine de Mao, pendant la révolution culturelle. À un moment, on est dans ce qu'on devine être un jeu vidéo, et en fait, c'est un jeu vidéo. Donc, tout ça est à la fois très séduisant et très mystérieux, et au bout d'un moment, je m'ennuie. Sauf que, à peu près à mi-saison, là, les pièces du puzzle se mettent en place de façon assez brutale. On comprend, attention spoiler, mais je crois que tout le monde est au courant, qu'il s'agit en fait d'une histoire d'invasion d'extraterrestres. Et là, il y a ce truc de manipulation de la temporalité, et il n'y a que la série qui peut faire ça, et je trouve ça génial, c'est-à-dire de nous faire anticiper l'arrivée des extraterrestres qui arrivera dans, je crois, 400 ans, ou plus de 400 ans. Et à partir de ce moment-là, il y a une urgence qui s'installe, et ça y est, le compte à rebours s'enclenche, et là, la série devient de plus en plus intéressante. Et moi, je vais continuer. Je suis allée jusqu'au bout, et je pense que je vais continuer, même si c'est pas, encore une fois, c'est pas mon domaine, et c'est vraiment des thèmes avec lesquels j'ai très peu d'affinité. En revanche, et là, ça va être ma première réserve, et la Game of Thrones, c'était HBO, c'était la grande époque d'HBO. Là, on voit bien qu'on est passé sur Netflix, et que c'est plus pareil. Et c'est une série qui a pas beaucoup d'idées mises en scène. Et le premier défaut pour moi, c'est de considérer ces personnages comme des boîtes à dialogue qui vont expliquer ce qui se passe, parce que c'est tellement complexe qu'on est obligé de mettre des pages et des pages de dialogue. Et si on pense que dans La Fièvre, il y a des pages de dialogue, et dans Le Problème à 3 corps, il y en a aussi beaucoup, parce qu'il faut simplement que les téléspectateurs se raccrochent à quelque chose et qu'ils soient pas complètement paumés. Donc j'ai cette impression de personnages qui sont pour l'instant très peu habités, très peu incarnés. Ça, j'espère que c'est des choses qui vont se déployer un petit peu plus dans les saisons suivantes, si Netflix leur accorde du temps et de l'argent. Mais pour l'instant, ça me bloque un peu, c'est-à-dire que c'est pas des anti-héros, mais en même temps, je les trouve pas spécialement attachants. Pour l'instant, je j'ai pas vraiment d'accroche, même si les acteurs sont intéressants, ces acteurs qu'on a vus par ailleurs dans plein de trucs aussi. Bon, après, il y a des limites qui sont, je dirais, les limites aussi de la série américaine, parce que c'est pas une série chinoise. Il y a un showrunner chinois qui a été adjoint au projet, mais c'est pas du tout une série chinoise. Il y a cette impression que ce problème d'invasion extraterrestre, finalement, il concerne un petit nombre de personnes qui parlent tout anglais. Donc ça, cette espèce d'américanisation de cette histoire. Moi, elle me fige un petit peu. Et puis, oui, il y a cette absence d'ampleur dans la mise en scène. C'est-à-dire que souvenons-nous de ce qu'était Game of Thrones. Game of Thrones, c'est des épisodes extrêmement marquants. Alors, je sais que c'est bon ton aujourd'hui de cracher dessus, mais les noces
Voilà, il y avait tout. Moi, quand j'ai vu Les Noces pourpres, j'étais chez moi, j'avais jamais vu Game of Thrones et j'avais mon compagnon qui m'a dit ah tu vas voir cet épisode-là, mais tu vas voir. Et l'ampleur des personnages, Audrey, aussi. Voilà, c'est une mise en scène. Et là, je veux pas en dire trop, mais on est passé sur Netflix, il y a moins d'audace, l'époque n'est plus la même, il y a très peu de sang, il n'y a pas de sexe. Je m'ennuie. Je suis désolée. Je m'ennuie. On a une scène une scène de violence, là non plus je veux pas spoiler, mais qui est un peu le point d'orgue de la saison, qui est filmée de façon minimaliste. On sent pas la souffrance, on sent pas la douleur, on sent pas les corps, on sent donnez-nous du souffle. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est perdu entre HBO et Netflix. Donc on est passé à la mid-TV, Benjamin, on repasse sur une forme de tiédeur contemporaine où ça va jamais assez loin et tout ça reste très timide. Ouais, je rejoins complètement Audrey sur ce qu'elle dit. Effectivement, la différenciation entre HBO et un Netflix, par exemple, c'est tout à fait juste. C'est que dans les cahiers du cinéma, je reviens souvent sur cet article de Jean-Sébastien Chauvin. Il nous disait c'est un peu la fin de l'organique en fait dans la science-fiction et puis dans l'anticipation, parce qu'on ne voit plus les tripes, on ne voit plus le sang, il y a plus de rapports sexuels, on ne voit plus. En fait, les corps ne se rencontrent plus, quoi. Et c'est un petit peu ce que disait Audrey à la fin. C'est vrai que là, même tout ça, la violence, elle est désamorcée, j'emploie encore ce terme parce que j'ai l'impression que dans toutes pas dans toutes, mais dans certaines séries qu'on a évoquées, il y a une sorte de prise de distance par rapport au réel. On n'ose plus se confronter à ça. Alors, je ne sais pas si c'est le reflet de notre époque, si on a peur, si c'est aussi le diffuseur qui impose des normes dans la manière de tourner, de raconter ces histoires. C'est vrai que Netflix, pour Weiss et Benioff, c'est une autre terre, quoi. C'est pas le câble premium, c'est pas cette niche où on avait cet espace de liberté qui est un peu en train de disparaître. On pouvait se permettre des choses et aller plus loin. Et c'est vrai que cette série en question, elle évoque encore une fois beaucoup de choses. Je reprends un peu les mêmes termes. C'est encore très dense, mais ce découpage avec ces différentes temporalités, virtualités, régimes d'image, tout ça se confond un petit peu. On a du mal à s'y retrouver. Surtout, on a du mal à voir où veut en venir la série. Moi, cette question de virtualité, je n'ai pas bien compris où ça nous emmenait. Alors, ça produit de belles images. Hein, le casque que l'on porte, il y a du design, il y a des objets. Là, pour le coup, il y a eu un effort de matérialisation de l'objet. Intéressant, ça pourra faire de beaux produits dérivés si vous voulez, mais on regarde pas une série pour ça, quoi. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Et finalement, le propos. Et alors, étonnamment, la série, elle a été présentée en grande pompe à Sérimania et voilà, ça me fait toujours rigoler, quoi. On sort les flonflons et puis en fait, ça se dégonfle complètement. On sent que c'est un ballon de baudruche et puis ça éclate très très vite. Et là, c'est vrai que très très vite, on se rend compte que en fait, ça ne tient pas les enjeux. Et alors, une petite remarque transversale, on a parlé de beaucoup de retours là dans ce podcast, hein, de Nolan et Joy, de Winslet, de Benzekri. Là, on parle du retour de Weiss et Benioff. Et finalement, ces retours, ils sont pas forcément les plus fructueux. C'est toujours dur de se remettre à l'épreuve par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Et il y a une petite comparaison, il y a une autre série un petit peu dans le genre récente sur Apple qui s'appelle Monarch, Legacy of Monsters. C'est une série sur Godzilla, on peut se dire aussi les gros sabots, etc. Et je trouve que cette série-là, elle assume beaucoup plus le genre en question. Elle mélange aussi les cultures et les temporalités. Donc, on retrouve des stratagèmes qui sont repris dans la série qu'on évoque ici, mais de façon plus jouissive. Et là, dans Three Body Problem, à la fois, ça n'est pas drôle, et en même temps, Audrey l'a dit, les personnages manquent d'envergure, de profondeur. On ne s'y intéresse pas vraiment, on ne retient pas grand-chose de ces personnages au final. Et Game of Thrones, pour le coup, des tas de personnages très denses qui ont de l'épaisseur et on retient beaucoup de choses. Si on cite le nom d'un personnage de Game of Thrones, si on cite Sansa, si on cite Arya, etc., on a tout de suite des tas d'images qui nous viennent en tête. Donc c'est bien aussi, c'est la durée de la série, mais c'est aussi la qualité d'écriture de ces personnages-là. Et là, pour cette série, alors la suite, Netflix a priori partirait sur de nouvelles saisons, mais on sait pas trop. On sent que c'est très flottant tout ça. Il y a moins de garanties et là. Bon, je pense que ça paye bien, ça c'est sûr. Ils ont pris, de ce point de vue-là, ils ont pris le bon chemin, mais en termes de création artistique, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Gilles, le mot de la fin. Oui, alors le mot de la fin, en tant que Candide, je vois
Je vois effectivement la déception. Si vous aimez, alors deux choses effectivement, quand on pense à la science-fiction, à la Cronenberg, où c'était exactement le contraire, c'est-à-dire tout était que du corps et de la sueur. J'en ai parlé un peu dans mon Stranger Philo, là, je voudrais pas faire de la pub, mais qu'effectivement Stranger Things à la limite, non mais on pourrait couper. Hein. Non. Alors disons dans Stranger Things par exemple, il y a cette histoire du corps en référence à Cronenberg et à aussi Carpenter, voilà, Un petit peu. voilà. Et il y a une série qui va avoir une 4e saison bientôt. Là, moi, je vous conseille si vous aimez le sexe, le sang et les séries qui vont loin, The Boys saison 4 qui ressort 24 juin, je crois. Alors là, si t'aimes le sang, il y en a. Et il y a du sexe en même temps, hein, puisque il y en a qui se tuent en ayant des relations sexuelles. Il y a des explosions. Enfin voilà. Là, c'est une série qui va loin hein, dans tous les sens du terme. Moi, j'aime beaucoup hein, cette série qui est voilà, et je crois que fin juin on pourra peut-être en reparler à l'occasion. Mais voilà, il y a encore des choses hein, effectivement qui se font, mais c'est effectivement ce format d'abord de mini-série. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui faisait la qualité de ces plateformes ou de ces chaînes est en train de disparaître, c'est-à-dire elles prenaient des risques là où personne voulait en prendre et tout le monde était en train de racheter. Finalement, si elles commencent à se comporter comme TF1, c'est-à-dire à faire d'abord une étude de plus petit dénominateur commun pour se retrouver avec Plus belle la vie, ou enfin, je veux dire, c'est très bien, mais voilà, si c'est maintenant le moins de risques possible et que ça devienne un robinet à série procédurale, effectivement, ça va être un peu dommage, quoi. Et c'est un peu triste de parler avec nostalgie déjà des séries. C'est vrai que même Game of Thrones, tout le monde avait tapé sur la dernière saison. Alors vous vous souvenez que l'épisode 3, c'est juste la veillée d'armes pendant 1 heure. Ils sont juste à se parler autour du cheminée quand même. Hein. On passe 1 heure autour d'une cheminée quand même. C'était pas mal. Et effectivement, les 30e rôles ont une personnalité qui est creusée. C'était effectivement exceptionnel. Il n'y avait pas que le sang, il y avait aussi tout le reste. Et là, effectivement, c'est très désincarné. Hein, moi, pour avoir vu le début effectivement de cette série-là, c'est très désincarné. C'est voilà, et c'est un peu dommage cette dématérialisation du monde. Bon, bah, Voilà. normalisation et peut-être un nouveau concept, la timide TV. Alors, on avait la mid TV, on a la timide TV. Je tente le coup. Bien. Merci. Je note. Merci. C'est libre de droit. Merci à Audrey Fournier, Benjamin Campion et Gilles Verviche d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Intersaison.